que vous mettez dans l'assiette est un médicament, est un traitement. Depuis les années 60, une courbe épidémique d'obésité montait en flèche, le diabète est monté en flèche. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu se superposer à cette courbe une montée également des pathologies psychiatriques. Il y a une coïncidence. Non. Absolument, les deux courbes se confondent. Si vous consommez beaucoup de sucre rapide, de sucre lent, eh bien, votre corps va sécréter, fabriquer beaucoup d'insuline, dont la mission est de capter le glucose pour le faire pénétrer à l'intérieur des cellules. Si vous en fabriquez trop, parce que vous consommez trop de sucre, votre organisme devient résistant à l'insuline. Vous allez vous retrouver avec un cerveau qui va baigner dans un océan de sucre, et ça va donner lieu à des symptômes de souffrance cellulaire, comme du brouillard mental, comme des symptômes de dépression, comme une perte d'énergie, comme une perte de plaisir, et ça va également aggraver toute la problématique des troubles de l'humeur, par exemple, ou de la schizophrénie. De la schizophrénie, oui, ça c'est indubitable. Ce qu'on appelle les maladies mentales, à la fois de manière assez simple comme l'angoisse, la panique, les TOC, ou de manière de manière plus grave, la dépression, le syndrome bipolaire, la schizophrénie, on reste aujourd'hui assez démunis pour les traiter. Et c'est pourquoi, dans cet épisode, j'ai invité le docteur Albert Danan, qui montre une piste qui commence à être explorée et qui commence à être étudiée. Vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Je suis Fabrice Midal, philosophe, et tout ce qui concerne, ce qui nous permet de trouver notre place sur cette terre et d'aller mieux, me passionne et je me sens engagé à y penser. Je suis l'auteur de Foutez-vous la paix et le fondateur de Réseau, qui est aujourd'hui la principale communauté de méditants spirituels dans le monde francophone. Bonjour Albert. Bonjour Fabrice. On est encore très démunis devant la souffrance psychique, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, l'évolution des médicaments, de la science ne répond pas à la souffrance. Et c'est confronté à ça que vous êtes lancé dans un travail nouveau. On va revenir sur comment vous en êtes arrivé là, mais comment un psychiatre s'occupe de l'alimentation des patients. Et pas juste pour qu'ils aillent à peu près bien, mais comme traitement radical qui permet un vrai changement d'humeur. C'est quand même, quand j'ai lu vos études, la recherche que vous avez faite, je dois dire, j'étais complètement interloqué. Oui, écoutez, je comprends. Il y a deux points. Le premier, c'est la frustration liée au constat des limites des thérapies conventionnelles. Ça, c'est un fait. Peu de patients guérissent, peu de patients sont en rémission. Beaucoup pâtissent d'effets secondaires drastiques avec ce qu'on appelle des syndromes métaboliques, c'est-à-dire des problèmes cardiovasculaires, de diabète, etc., prennent 20 kilos en 1 an ou 2 ans à cause des psychotropes et voient leur espérance de vie obérée de 15 ans en moyenne. Quand on est bipolaire ou schizophrène, on vit 15 ans de moins à cause de tout ce que je viens de dire. Deuxièmement, j'ai été témoin de l'amélioration spectaculaire d'un proche, d'un jeune adolescent qui souffrait d'épilepsie résistante et d'autisme. Ce jeune adolescent convulsait de manière incessante malgré beaucoup de médicaments. Son père a eu vent de ce qu'était le régime cétogène, le lui a appliqué et j'étais assez sceptique au départ, mais force pour moi était de constater que ce garçon a cessé de convulser et a vu ses comportements autistiques s'améliorer. C'est dingue, c'est complètement... C'est dingue. Il y a des études scientifiques extrêmement robustes qui valident la pertinence de ces recours métaboliques dans l'épilepsie. C'est un traitement reconnu, ça fait 100 ans que ça existe. Mais d'avoir été témoin de cela aussi directement m'a donné envie
de creuser le sujet. Je me le suis appliqué à moi-même. J'ai constaté qu'il y avait des choses qui se passaient, un gain de clarté idéique, un regain d'énergie, une diminution de beaucoup de petits problèmes inflammatoires que je pouvais avoir. Et à partir de là, j'ai décidé de l'appliquer à des patients en ambulatoire. Des patients que je connaissais, qui me faisaient confiance, à qui j'ai proposé cette option, pour lesquels ça a marché. D'abord, je trouve que c'est vraiment courageux. Je vous coupe, mais tout d'abord, c'est courageux de vous remettre en question, parce que voilà, vous étiez déjà un psychiatre conventionnel oui. et déjà reconnu, de vraiment prendre la mesure de ce qui se passait auprès de ce jeune homme épileptique, de vous remettre en question et de vous pencher dedans, et pas juste comme ça, parce qu'on voit dans tout votre travail que vous avez fait beaucoup d'études, vous avez essayé de lire beaucoup les recherches scientifiques. Ouais, je trouve toujours impressionnant des gens qui acceptent de se remettre en question. Vous savez, le plus difficile, c'est de désapprendre. Et aujourd'hui, précisément, si vous vous référez à ça, le principal obstacle dans la diffusion de cette option ou de ces mesures thérapeutiques nutritionnelles, c'est le médical. Les médecins, en général, en France, sont souvent dans un certain conservatisme, et quand vous leur parlez de ça, ou quand leurs patients à qui j'ai proposé ça leur en parlent, ils disent surtout pas. Parce que ça va à l'encontre de tous les paradigmes habituels. Les paradigmes habituels, c'est ne mangez pas de gras, ne mangez pas essentiellement le gras, consommer des glucides, etc., des hydrates de carbone. Donc ça va à l'encontre des paradigmes. Et c'est vrai que c'est un facteur de résistance qui est non négligeable. Donc vous avez commencé par proposer ce traitement donc à quelques patients en ambulatoire. Et qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors j'ai constaté des retours positifs avec des patients qui me disaient « je me sens beaucoup mieux, je réfléchis mieux, mon humeur est plus stable, je retrouve l'envie de faire, le plaisir de faire, etc. » etc. C'était quelles pathologies que vous avez eues d'abord ? Alors, en cabinet, c'était des pathologies, on va dire, modérées. Des dépressions, des troubles bipolaires quand même, des troubles bipolaires, oui. Alors, souvent avec des comorbidités, c'est-à-dire des problèmes d'obésité, de surpoids, de pathologies inflammatoires. Parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans quelque chose qui agit de manière globale. C'est une médecine qui a un côté intégratif, holistique. Quand vous guérissez, quand vous prescrivez, je voyais, si vous voulez, en même temps que je proposais, que je prescrivais cette diète, s'améliorer la dépression du patient, mais disparaître dans le même temps le psoriasis qui l'accompagnait ou l'eczéma qui était en association, parce que vous agissez de manière unitaire sur, en l'occurrence, l'inflammation. Et comme le cerveau fait partie du corps, le cerveau est aussi concerné par ce processus inflammatoire dans beaucoup de pathologies, comme la dépression, le trouble bipolaire, etc. Mais pas que. C'est quoi l'inflammation ? L'inflammation, c'est une réaction de l'organisme à des éléments toxiques. En l'occurrence, quand vous consommez beaucoup de glucides, ceux-ci ont tendance à se, entre guillemets, caraméliser et s'accoler autour de certaines cellules et même des globules rouges qui deviennent des particules étrangères et qui entraînent une réponse inflammatoire. Donc l'inflammation, c'est une forme de défense contre des choses qui empêchent les choses de fonctionner correctement. Exactement. Et l'inflammation, juste à un moment, elle devient trop grande, et c'est ça qui entraîne nombre de pathologies. Ce qui participe, parce que c'est pas le seul facteur. Il y a aussi un facteur très important qui s'appelle l'insulinorésistance. L'insulinorésistance est liée au fait que si vous consommez beaucoup d'hydrates de carbone, de glucides, de sucre rapide, de sucre lent, eh bien, votre corps va fabriquer
beaucoup d'insuline, dont la mission est de capter le glucose pour le faire pénétrer à l'intérieur des cellules. Si vous en fabriquez trop, parce que vous consommez trop de sucre, votre organisme devient résistant à l'insuline. À partir de là, vous allez vous retrouver avec un cerveau qui va baigner dans un océan de sucre, sans être capable, à cause de cette insulinorésistance, de faire pénétrer l'énergie dont il a besoin, via le glucose bien sûr, dans les cellules, et ça va donner lieu à des symptômes de souffrance cellulaire, comme du brouillard mental, comme des symptômes de dépression, comme une perte d'énergie, comme une perte de plaisir, et ça va également aggraver toute la problématique des troubles de l'humeur, par exemple, ou de la schizophrénie. De la schizophrénie, oui, ça c'est indubitable. Vous pouvez réexpliquer comment le fait de manger trop de glucose crée une résistance à l'insuline? Oui, Eh bien, ça semble un peu surprenant. Un peu surprenant. Alors, quand vous prenez un petit déjeuner avec des céréales, par exemple, vous avez... Ce que je crois que personne sur cette chaîne ne fait plus depuis le nombre d'experts que j'ai invités qui montrent à quel point c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Oui. On a été là vraiment manipulé par l'industrie pour faire quelque chose la nourriture ultra raffinée. Reprenons. Donc, on mange son bol de cornflakes le matin. Ok, vous avez une insuline qui va monter en flèche. Des glucides qui vont monter en flèche. Ces glucides vont provoquer une sécrétion d'insuline. C'est logique, l'insuline, c'est ce qui fait redescendre la glycémie. D'accord. Ok. Si vous consommez trop de glucides, jour après jour, votre corps va fabriquer de plus en plus d'insuline. Ah, très bien. Ok. Et votre corps, vos cellules vont dire stop. J'ai pas besoin d'autant de glucides. Et il va limiter l'action de l'insuline. Il va devenir résistant à l'insuline. D'accord. Ok. Laquelle va stocker ces glucides en gras. Et vous allez prendre du poids comme ça. Okay, et donc, comme vous êtes devenu résistant à l'insuline, votre cerveau l'est également. Et il va souffrir, comme je vous l'ai dit, de la difficulté à faire pénétrer à l'intérieur de ces cellules le glucose, l'énergie dont il a besoin, et donc tous les symptômes qui s'ensuivent au niveau psychopathologique. Il y a quand même... c'est très bouleversant de penser que la nourriture a autant de liens sur le psychisme. Et ça, parce qu'on a vraiment coupé notre monde entre l'esprit et le corps. Et au fond, on peut dire que c'est un des grands axes de votre travail depuis très longtemps. Vous étiez préparé, disons, à cette révolution en réfléchissant depuis très longtemps qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans la manière pour nous dont c'est séparé. Si j'ai un problème physique, je vais voir le médecin. Si j'ai un problème d'angoisse, je vais voir le psychothérapeute ou le psychiatre, avec cet ordre de séparation. Moi, j'étais très proche de François Roussan, qui trouvait toujours, mais qu'est-ce que c'est qui trouvait toujours ça complètement fou, cette séparation complète. Et au fond, quand même, pour qu'on comprenne comment l'alimentation agit sur notre cerveau, il faut mettre en question c'est même pas un dogme, c'est quasiment le socle idéologique de notre monde. Jamais le psychiatre va me parler de mon corps et de mon alimentation, et puis je vais voir le médecin, et voilà, donc il y a une séparation. Oui, vous avez raison, on a véritablement saucissonné les choses, et chacun s'occupe de son petit segment, sans considérer la globalité, l'unité. Pour ma part, la psychosomatique a longtemps été un centre d'intérêt majeur. Je l'ai enseigné pendant 20 ans à Toulouse, à l'université, et dans cette quête justement d'une unité somatopsychique et de comprendre les liens entre les profils, par exemple, psychologiques et les potentialités évolutives vers des maladies somatiques. Voilà, en repérant des choses assez simples comme le fonctionnement psychique, la capacité du sujet à symboliser ou à rêver, etc. Et les situations d'impasse auxquelles il est confronté qui peuvent donner lieu à des décompensations dans le corps, à des maladies dans le corps réel, dans le corps, que ça soit l'eczéma, l'asthme, enfin certains cancers, etc. Alors c'est quoi le régime cétogène et comment on en est arrivé à découvrir ça? Alors, le régime cétogène existe depuis
je dirais depuis des décennies, voire des centaines d'années, puisque déjà, dans l'Antiquité grecque, on l'appliquait. Le jeûne était un recours appliqué dans le traitement de l'épilepsie. L'application médicale remonte à il y a une centaine d'années aux États-Unis, où John Hopkins, un psychiatre américain, l'a appliqué à un patient qui avait des problèmes de comitialité. Et puis, c'est devenu une pratique qui s'est développée, qui a fait tâche, enfin, dans le sens où on a mis en évidence quand on parle d'épilepsie, quand on parle de maladies neurodégénératives, Alzheimer, quand nous parlons de sclérose en plaques, quand nous parlons de troubles bipolaires, quand nous parlons de dépression, de schizophrénie, on parle de la même chose, du cerveau. C'est la même... la frontière entre le neurologique, par exemple, et le psychiatrique, elle est totalement virtuelle. Et donc, le fait d'appliquer ces mesures ont un intérêt dans tout ce spectre de pathologies. Vous me posiez la question, qu'est-ce que le régime cétogène? Le régime, c'est un régime qui imite le jeûne, en ce sens où il est constitué par un apport énergétique majoritairement représenté par de bons acides gras, comme l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre, qui vont représenter 80% des ressources énergétiques de l'organisme. C'est un régime modéré en protéines, 15%, poisson, viande, volaille, œufs, et 5% d'hydrates de carbone que vont apporter les légumes, en gros. Puisqu'on ne mange plus de pain, on ne mange plus de pâtes, plus de riz, plus de pommes de terre, plus de sucre rapide, gâteaux, pâtisseries, jus de fruits. Donc, j'ai pas très bien compris. Vous voyez qu'on mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange alors? Alors, on mange des protéines. 15%. Et les 80... Alors, 15%, on n'est pas dans un comptage calorique. D'accord. Vous pouvez manger à satiété. Ce qui compte, c'est ce que vous mettez dans l'assiette. Ce que vous mettez dans l'assiette est un médicament, est un traitement. Vous pouvez manger à satiété ou à volonté autant de viande que vous voulez, autant de poulet, autant de volaille, de poisson gras surtout, sardines, maquereaux, de thon, saumon, autant d'œufs que vous voulez, des légumes à feuilles vertes, des légumes sans amidon, tous les autres, courgettes, tomates, choux de Bruxelles, etc., etc. Il y a toute une liste que je donne à mes patients. Le tout assorti d'un apport important en bons acides gras, essentiellement de l'huile d'olive. D'accord, donc je vais poser quelques questions. Première question, quel est l'avantage des acides gras comme l'huile d'olive et pourquoi les autres huiles végétales ne sont pas bénéfiques? Bien. Alors, les autres huiles végétales comportent beaucoup d'acides linoléiques qui ont des vertus inflammatoires. Voilà. Des potentialités inflammatoires beaucoup plus élevées que l'huile d'olive, par exemple. Alors, il y a deux points importants. La réduction des glucides, l'éradication des hydrates de carbone, la quasi-éradication, limite l'inflammation dont nous avons parlé, limite l'insulinorésistance, limite ce qu'on appelle le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est-à-dire quand vous consommez du glucose, la dégradation va produire des déchets. Sa dégradation va produire des déchets qui vont s'accumuler au cœur de la cellule et impacter son rendement énergétique. Vous allez produire moins d'énergie parce que la cellule est encrassée. D'accord? C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif.
il y a une action également au niveau des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, etc., qui sont des substances impliquées dans la dépression, c'est connu. Enfin, et donc il y a une action favorable de cette diète glucidique sur les neurotransmetteurs. Oui, parce que les neurotransmetteurs sont la cause de la plupart des maladies psychiques. Oui. La plupart des médicaments essayent d'œuvrer sur ces neurotransmetteurs. Absolument. Et on voit que l'alimentation a un effet majeur. Là. Et ce qui est et là aussi, Oui. c'est pas vous qui le dites ou juste une observation. Oui. Énormément d'études ont montré ce lien. Absolument. Qui est enfin, je ne comprends pas que tous les psychiatres ne s'arrêtent pas devant ces recherches. Ça semble... Oui. C'est frappant. Enfin, moi, en vous lisant, j'ai été quand même... c'est quand même secouant, surtout que... on n'a pas une ou deux études... Il y a une efflorescence d'études. Parues dans les meilleures revues qui montrent cet impact de ce régime. Oui. Alors, mais pour bien qu'on comprenne le régime, il y a autre chose qui est complètement surprenante dans ce que vous venez de dire par rapport à ce que le grand public a pu apprendre et ce que j'ai pu apprendre, c'est que nous, on nous a appris, il y avait les sucres courts et les sucres lents. Et donc, même encore, dans la plupart des livres, même de grands spécialistes, voilà, c'est bien de manger des féculents parce que c'est des sucres lents. Oui. Alors moi, je dois dire que depuis très longtemps, je vois que quand je mange j'ai compris quand j'ai peut-être 25 ans, absolument, que quand je mangeais des pâtes à midi, à 3 heures, j'avais très faim. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un problème malgré tout ce que me disaient les médecins. Oui. Mais en vous lisant, je me dis, je n'étais pas... Mon corps ne réagit pas de manière complètement étrange, mais cette distinction n'est pas aussi valide que ce qu'on affirme partout. Oui. Oui. C'est clair. C'est clair quand vous consommez des glucides. La fortune de McDonald's, elle est liée à ça. Quand vous mangez un McDonald's, 2 heures après, vous avez faim. Quand vous mangez un McDo. Pourquoi ? Parce que il y a énormément, bien sûr, les produits ultra raffinés, mais énormément de glucides. Ce qui fait que, comme je vous disais, vous avez un pic insulinique qui vous fait un pic hyperglycémique qui fait que la sécrétion d'insuline va vous l'abaisser en flèche et vous allez vous retrouver en hypoglycémie. 2 heures après, 3 heures après. Mais d'où vient cette distinction entre sucre lent et sucre court ? Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi on a dit ça et pourquoi c'est pas vrai. Alors, les sucres rapides, ce sont des sucres qui sont absorbés immédiatement. Je parlais des gâteaux, des pâtisseries, etc. Enfin, tout ce qui est sucre, le sucre blanc, le miel, la confiture. Les sucres lents, ce sont des amidons qui sont dans l'organisme segmentés en chaînes courtes qui deviennent des sucres rapides. Okay, donc, ils deviennent des sucres rapides, mais qui deviennent des sucres, mais dont l'absorption, l'index glycémique est moins élevé. Et ça met plus de temps à être absorbé, mais le résultat est le même en termes de réponse insuline. Au signal de l'insuline, le résultat est le même. C'est juste une question de vitesse d'absorption et de vitesse d'ascension du pic glycémique. Alors, autre question, je pose toutes les questions les plus naïves, vous m'en voudrez pas. Autre question, mais remanger de la viande, en plus, on n'en a pas encore parlé, mais le livre de Georgia Head, qui est devenu un peu la référence sur ce domaine, raconte que même manger des steaks avec plutôt 20% de matière grasse. Mais moi, je croyais qu'il fallait éviter les matières grasses, c'était mauvais pour le cœur et mauvais pour le cholestérol. Alors, oui, vous avez tout à fait raison. Ce qu'on nous a seriné pendant des décennies, depuis les années 50 ou 60, ça a permis de faire quel constat ? C'est que depuis les années 60, qu'est-ce qu'on a vu en Occident et surtout aux États-Unis ? Une courbe épidémique d'obésité montée en flèche. L'obésité est devenue un problème. Le diabète est monté en flèche. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi ? On a vu se superposer à cette courbe une montée également des pathologies psychiatriques. Ça, il y a une coïncidence. Non. Absolument, les deux courbes se confondent. Et vous pensez qu'il y a un lien ? Clairement. Donc, c'est-à-dire que non, ce que vous dites là,
heureusement que je suis assis. Parce que non seulement changer son régime peut améliorer la santé mentale, mais l'alimentation nouvelle que nous consommons depuis une quarantaine d'années est facteur de maladie mentale. Mais c'est clair, c'est clair. Enfin, c'est clair pour vous, mais c'est pas clair, clair dans le grand public, c'est pas clair Alors, chez les je vais médecins. vous dire, c'est clair C'est dingue. dans le sens où le constat, il est là. On a une épidémie d'obésité qui est depuis 40 ans un fait établi, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que tout ce qui est toutes les recommandations sanitaires allaient dans le sens de ne mangez pas de gras, consommez des glucides, consommez des aliments transformés, etc. Lesquels, comme je vous l'ai expliqué, sont facteurs d'hyperglycémie, sont facteurs de production d'acides gras, de triglycérides, de cholestérol, etc. Pas le gras. Si vous supprimez les glucides et que vous apportez du gras, votre corps va devenir une machine à brûler le gras. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il n'y a plus de glucides, donc le corps court-circuite la voie glucidique pour se tourner vers la voie lipidique qui permet la transformation de ces bons acides gras par le foie en ce que nous appelons des corps cétoniques. Ces corps cétoniques sont un carburant énergétiquement beaucoup plus performant que les glucides. Plus performant. Oui, plus performant et plus propre. Ce qui fait que ces corps cétoniques, c'est pour ça qu'on parle de régime cétogène, à cause de la transformation des acides gras en corps cétoniques. Vous me suivez? Oui, oui. Voilà. Et donc, ça améliore. J'ai parlé de l'inflammation liée à l'absence des glucides. Là, je parle d'un rendement énergétique, alors au cœur de la cellule, qui s'appelle dans un emplacement qui s'appelle la mitochondrie, qui est la machine énergétique cellulaire et qui se met à produire, à avoir un rendement énergétique bien supérieur à celui que nous avons, 30 à 40% supérieur à celui que les glucides pourvoient. Donc, les gens qui sont très fatigués, il y a un des problèmes aussi de la maladie mentale et de l'inflammation, c'est donc aussi la fatigue que vous montrez. C'est qu'une part de cette fatigue chronique, intense, qu'on comprend mal, qui est aussi un des aspects de l'épidémie. Les gens se plaignent beaucoup aujourd'hui de fatigue chronique. Il y a des études intéressantes qui essayent de comparer le lien entre le burn-out et la fatigue chronique. Le régime cétogène est une vraie solution pour toutes les raisons que vous venez d'expliquer, parce que on a plus d'énergie. Le régime cétogène a un potentiel d'amélioration très significatif sur ce que vous venez de dire, la fatigue, enfin le manque d'énergie, le brouillard mental, la perte de plaisir, la tendance à la procrastination, la tendance au changement d'humeur rapide, et énormément d'autres potentialités inclus sur des pathologies mentales sévères. C'est ce que j'ai pu expérimenter dans l'étude que j'ai faite et dont nous parlerons peut-être. Mais pour revenir à la question sur le cholestérol et les dangers. Oui. Donc, alors, vous avez montré que le fait d'avoir rejeté le gras crée tous les problèmes, mais est-ce que le fait de manger du gras ne risque pas de donner du cholestérol et de mettre notre santé en danger? C'est ça, moi, non, qu'on m'a appris comme oui, vous avez raison. Alors, de très nombreuses études ont invalidé cette hypothèse, inclus chez les cardiologues. Et les recommandations sanitaires aux États-Unis, aujourd'hui, sont révisées par rapport à cette question de la consommation, la consommation importante de gras. Dans toutes les études, et celles que j'ai faites sur 32 patients, j'ai pu observer une baisse très significative des paramètres métaboliques portant sur les triglycérides, une augmentation du bon cholestérol et une augmentation également de ce qu'on appelle le LDL, qui est le moins bon cholestérol. Mais il faut savoir que ce LDL, en fait, comporte deux parties. Il y a une partie qui est faite de particules denses
très compacte qui, elle, est dangereuse pour les maladies cardiovasculaires, pour les coronaires, pour l'obturation des artères. Et une autre partie qui est plus spumeuse, on dit fluffy en anglais, plus spumeuse, hein, et qui est au contraire bénéfique. Et donc, si vous arrivez, quand vous faites la part des deux, vous vous rendez compte que le LDL, la part liée aux petites particules nocives est peu importante. Et toutes les recommandations sanitaires aujourd'hui sont révisées en cardiologie même dans cette direction. Peut-être on peut revenir à votre étude, parce que donc vous avez, après ces expériences que vous voyez concluantes avec des patients, décidé de mener une étude qui a été publiée. Est-ce que vous pouvez essayer de décrire cette étude, comment vous l'avez fait et les résultats que vous avez? Alors, si vous voulez, c'était en 2021, au moment du Covid, juste avant. Ayant été témoin de ces améliorations en ambulatoire, j'ai décidé de l'appliquer à des patients que je connaissais de très, très longue date et qui avaient fait l'objet d'hospitalisations antérieures que j'avais supervisées, dans le cours desquelles je les avais suivis. 32 patients qui présentaient des pathologies sévères, résistantes. Schizophrénie, il y en avait 11, troubles bipolaires, il y en avait 10, je crois, et dépression résistante, il y en avait 8 à peu près, enfin il y avait un total de 32, mais 28 ont pu ont été inclus. C'est une étude artisanale, dans le sens où j'étais seul à la faire, contre l'avis de beaucoup de collègues, qui considéraient qu'il n'y avait pas d'arguments suffisants, mais encore une fois par méconnaissance, parce que beaucoup d'études déjà montraient que beaucoup de case reports, d'études de cas, montraient qu'il y avait des résultats. Donc je l'ai conduite à la clinique en demandant à chaque patient de venir avec des macros, des macronutriments, des amandes, des noix, pour éviter le recours à la machine, au distributeur de chocolat ou de Mars, etc., à l'après-midi s'ils avaient faim. Il y avait une évaluation clinique quotidienne, un contrôle biologique tous les 15 jours, puis tous les mois. Mais ces personnes étaient à l'hôpital ou... Étaient hospitalisées. Et donc, comment vous avez réussi à convaincre qu'on leur fasse à manger en leur faisant à manger un régime comme celui-là, parce que c'est pas le régime du tout qu'il y a aujourd'hui dans les hôpitaux psychiatriques. Ah non, mais voilà. Donc, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une opposition, une levée de bouclier des médecins, surtout de la diététicienne, qui considérait que c'était une hérésie. Heureusement, j'ai pu avoir le soutien de la direction, qui m'a permis finalement de mettre en œuvre les choses. À partir de là, on a pu élaborer des menus adaptés et qui correspondaient aux normes cétogènes. Donc il y a eu un contrôle biologique, un contrôle clinique par des échelles d'évaluation régulières, des mesures pondérales, des échelles d'évaluation psychométrique portant sur la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc., etc. Je me suis entouré d'un certain nombre d'éléments qui permettaient d'objectiver et de mesurer la réponse à tout cela. Ce que j'ai pu observer, c'est que 96% des patients ont perdu du poids, ce qui est assez inimaginable en clinique, quand vous savez que des patients surmédiqués qui ont accès à toutes les nourritures possibles, etc., prennent en moyenne entre 5 et 10 kilos, souvent dans une hospitalisation. Et donc là, ils perdaient du poids. Ils ont perdu entre 5 et 30 kilos, pour les plus obèses. Tous, 100% des patients ont été améliorés cliniquement. Après, ce qui est aussi très impressionnant, excusez-moi de vous couper, mais dans votre étude, c'est qu'ils ont tous joué le jeu. Alors qu'au début, on pourrait croire que c'est quand même très difficile de faire ce régime-là. Ils ont joué le jeu, pourquoi ? Parce que c'est des patients que je connaissais depuis de très longues années, avec lesquels j'avais bâti une alliance thérapeutique solide et qui me faisaient confiance. Je les connaissais.
Et donc, si vous voulez, ce groupe de patients était son propre groupe témoin, si je puis dire, dans le sens où j'avais eu l'occasion d'observer les réponses thérapeutiques au cours d'hospitalisation antérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Et que dans cette hospitalisation-là, ce qui changeait, c'était uniquement l'application de la diète cétogène. C'était la seule variable. Voilà, donc j'ai pu observer une amélioration clinique sur la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie, des patients qui me disaient « j'entends plus de voix ». C'est dingue. Mes voix ont disparu, la télé ne me parle plus. Alors, vous avez eu de la chance quand même que la direction a été d'accord, J'ai parce que pour faire parce que c'est quand même une étude, vous dites que vous avez fait tout seul, elle est un peu artisanale, mais en même temps elle est très rigoureuse, avec des mesures, avec le fait que vous avez des patients qui soient à l'hôpital, donc vous pouvez mesurer. Voilà. Et j'ai pu comparer, si vous voulez, les changements au regard des hospitalisations antérieures, et c'est vrai que c'était très significatif. Quand je dis 100% d'amélioration clinique, c'est des patients qui passaient, par exemple, il y a des échelles de cotation de la dépression qui passaient d'un score à 30, mettons, à des scores à 7 ou 8, et même 46% de mémoire de patients étaient en rémission. C'est-à-dire n'avaient plus de symptômes dépressifs, n'avaient plus de symptômes de schizophrénique, etc. Et puis, j'ai pu réduire les traitements. 64% d'entre eux sont sortis avec moins de médicaments que ceux avec lesquels ils étaient entrés. Et même, j'ai pu, c'est extraordinaire, supprimer des insulines. Parce que quand vous soignez, comme je vous le disais tout à l'heure, la dépression, eh bien, vous soignez également le diabète. Les patients qui étaient sous insuline. Ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Le traitement du diabète, l'insuline, ça peut être catastrophique. Bref. Et donc, j'ai pu arrêter parce que ces patients voyaient, grâce à la diète, à la restriction en glucides, leur diabète s'améliorait, leur glycémie diminuait, et les recours à l'insuline diminuaient jusqu'à l'arrêt. Ça a été formidable. Donc, vous avez publié votre étude. Dans quelle revue vous avez publié ? Je l'ai publié dans Frontiers in Psychiatry aux États-Unis. Je l'ai coécrit avec Georgia Ede. Vous ne la connaissiez pas au moment de la publication. Non. Donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez publié votre étude et c'est comme ça que vous avez rencontré Georgia Ede. Georgia Ede a eu vent qu'un Français à Toulouse, au cours d'un congrès, elle a eu vent qu'un Français, un psychiatre français à Toulouse avait fait ce travail. Et elle a été intéressée. On a été en contact, elle m'a un petit peu sondé pour voir un petit peu ce que j'avais fait, etc. Et elle m'a dit, écoutez, c'est la première étude au monde qui a eu lieu sur des patients hospitalisés. Il y a eu des études des case reports, des études de cas, des études individuelles, vous savez, de cas qu'on reportait, mais jamais sur une échelle comme ça, de surcroît sur des patients hospitalisés. C'est-à-dire qui étaient sous un contrôle clinique quotidien. Et donc elle m'a dit, écoutez, moi je ne l'avais pas fait pour le publier, mais comme d'accord, vous en avez juste parlé, d'accord. Je ne l'avais pas fait dans l'intention de le publier. Mais quand elle a vu ça, et quand elle a mesuré le nombre de data, de données objectives que j'avais, de bilan biologique, etc., elle m'a dit, écoutez, franchement, ça rendrait service de le publier. J'ai un petit peu réfléchi, hésité, puis j'ai dit, bon, on y va, et puis on s'est mis à travailler pendant 2 ans, ensemble, en visio, etc. Et puis on a fini par le publier. Puis ça a eu un retentissement, je dois dire, très important, puisque dans cette revue, elle a fait l'objet, ça a été le nombre de lectures le plus important depuis 167 000 lectures, je crois, ou une histoire comme ça. Qui est Georgia Ede ? Georgia Ede. Parce que vous n'y attendiez pas. J'imagine, quand vous avez commencé votre travail tout seul dans votre coin, qu'il y ait d'autres personnes dans le monde qui ont eu la même intuition que vous. Donc Georgia Ede, parce qu'en plus... Georgia Ede, elle m'a précédé, je veux dire. Oui, mais vous saviez, vous connaissiez son travail ? Oui, je connaissais. Oui, je connaissais son travail, j'avais lu des podcasts. Quand je disais que j'avais un peu étudié les choses, j'ai creusé le sujet sur le plan théorique en lisant, mais en m'appuyant aussi sur des podcasts, dont ceux de Georgia Ede, que je connaissais au travers de ce qu'elle avait publié sur YouTube, etc. Et donc, qui est Georgia Ede ? Georgia Ede, c'est une grande personne. C'est une psychiatre métabolique de
de premier rang aujourd'hui international, je peux dire, avec Chris Palmer. Elle enseignait à Harvard. Elle a été formée, elle a enseigné à Harvard. Elle-même a eu un parcours particulier puisqu'elle est venue à ça. Elle l'écrit dans son livre. Elle avait eu, à l'époque, elle avait souffert de mouvements dépressifs et anxieux, de fibromyalgie, de migraines, de mal-être digestif, de tout un tas de choses, alors qu'elle suivait toutes les recommandations médicales qui lui étaient faites. Et elle s'est interrogée de manière très intuitive sur justement l'alimentation. Et intuitivement, elle a commencé à éliminer certains aliments pour se tourner vers un régime exclusivement carnivore. Et elle a observé une amélioration très importante de tous ces symptômes. Et puis elle a affiné jusqu'à arriver au travers des lectures, à la diète cétogène qu'elle s'est appliquée à elle-même. Elle a aussi constaté, puisqu'elle était à l'époque médecin psychiatre à l'université, qu'énormément de jeunes étudiants présentaient des pathologies psychiatriques sévères et consommaient jusqu'à 2-3 molécules psychotropes. Et en interrogeant un petit peu le sujet, elle s'est aperçue que tout ça était lié à la précarité alimentaire ou la malbouffe de ces jeunes. Et voilà, elle en est venue un petit peu à organiser, à structurer les choses au point de devenir une psychiatre métabolique qui est reconnue, qui a organisé énormément de formations. Et dans son livre, Nourrir son cerveau, soigner son mental, elle explique tout ça de manière très détaillée. Pour moi, c'est un ouvrage qui est aujourd'hui un outil précieux, parce que quand je le propose à mes patients, ça leur permet de comprendre toutes les subtilités, tous les mécanismes de ce recours, et de les aider à adhérer à ce principe. Oui, parce que donc il faut qu'il y ait l'alliance thérapeutique pour accepter de faire ça, mais c'est pas évident, surtout pour des gens qui sont déjà en souffrance, de renoncer au sucre qu'ils ont pris l'habitude de prendre pour se sentir mieux. Alors, vous avez raison. C'est particulièrement vrai quand nous parlons de patients schizophrènes ou de patients bipolaires qui sont des patients très démunis sur le plan organisationnel, du fait de leur pathologie, très démunis sur le plan social. Ils sont dans une précarité, ils vivent de la hache, ils ont des petits moyens. Et c'est pas que le régime cétogène coûte cher, parce que vous pouvez manger des œufs, ça coûte pas cher, vous pouvez manger des steaks hachés, vous pouvez manger des boîtes de sardines, vous pouvez manger de l'huile d'olive, c'est pas très cher. Ça a probablement un coût, mais les gens sont tellement habitués à manger pas cher, des pâtes, des boîtes de... Puis quand les gens sont pas bien, manger un gâteau ou manger un bonbon, oui, ou prendre un soda, les gens ont l'impression que ça leur fait du bien. Donc il faut aller contre ce... C'est vrai. Sauf quand vous êtes un peu documenté. Donc il y a deux types de patients. Il y a ceux qui viennent qui ne savent pas, à qui vous pouvez proposer, mais qui vont pas adhérer immédiatement parce que il y a tout un travail, et c'est très chronophage, de pédagogie, de psychoéducation. C'est-à-dire psychoéducation. Psychoéducation, c'est de former le patient à ce que peut être une hygiène alimentaire ou ce que peuvent être des mesures, le bénéfice qu'ils peuvent tirer sur le plan psychologique de l'alimentation, hein, les études, formation, une psychoéducation. Donc il y a tout ce travail qui doit être fait. Le renoncement à la nourriture conventionnelle est difficile. Moi, j'ai des jeunes patientes qui me disent « Mon docteur, je ne pourrais jamais, c'est la base de mon alimentation, je ne bois que des sodas, je ne bois que des jus de fruits, je mange que des McDo, je ne pourrais pas. » Parce qu'il y a ce qu'on appelle une addiction aux aliments ultra transformés aujourd'hui. J'étais à Londres la semaine dernière à un congrès sur les addictions aux aliments ultra transformés. C'est une pathologie émergente qui devient
parfaitement identifié et qui va faire partie du DSM-5, qui va être intégré comme étant une entité psychopathologique à part entière. La dépendance. Et donc comment on fait pour réussir à mettre en place le régime cétogène quand on a une dépendance soit à la nourriture ultra transformée, soit à la dépendance au sucre? Écoutez, c'est une question, c'est ouvert, c'est une proposition pour leur expliquer, vous expliquer aux personnes le bénéfice qu'elles peuvent en retirer. Il est prouvé, vous pouvez vous attendre à une amélioration clinique, vous pouvez vous attendre à une perte pondérale. Vous qui avez une obésité, vous pouvez vous attendre à une baisse de vos facteurs de risque cardiovasculaire au travers des triglycérides, etc. Un regain d'énergie. Vous pouvez vous attendre à une amélioration clinique, parce que de la dépression, du trouble bipolaire, de la schizophrénie. Vous pouvez vous attendre à une baisse, à une réduction des traitements. Donc, voilà, à vous de voir si le coût et les bénéfices potentiels sont favorables, si la balance est favorable ou non. Si ça vous intéresse, je vous donne des documents pour que vous soyez informés de ce que c'est, des livres, le livre de Georgia Head, le livre de Jennison, qui est un livre qui s'appelle Bonjour Keto, dans lequel il y a énormément de recettes, le livre de Magali Valkovitch, qui est une nutritionniste très réputée à Toulouse dans le cétogène et qui travaille beaucoup sur le cancer. Je leur donne des listes des protocoles de régime, comment ça fonctionne, vous pouvez manger ceci, cela, etc. Voilà. Et vous me dites, si vous êtes intéressé, on y va. Si vous sentez que c'est trop difficile, on laisse tomber ou on attend que le moment, que le fruit mûrisse et que vous soyez prêt. Il y a des choses qui peuvent aider les gens à se déshabituer de l'addiction au sucre. Parce que c'est pas... Même si on veut, d'accord, je suis convaincu, je vois que je vais mal, ce régime pourrait changer. J'ai tellement pris l'habitude de manger... Se déshabituer, vraiment... Vos patients n'ont pas trop de mal à ça? Vous savez, quand on supprime le sucre, ce qu'on voit s'allumer dans le cerveau, c'est la même zone, avec la même intensité que quand vous opérez un sevrage à la cocaïne. Ah oui, donc c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Quand je parlais des food addiction, c'est un vrai sujet. Ça peut se faire progressivement. Et après, à côté de ça, il y a, je veux dire, les gens qui sont vraiment accros et qui sont vraiment addicts. Il faut des prises en charge très spécifiques. Des prises en charge de thérapie comportementale. Il y a une prise en charge très spécifique, très organisée pour des gens qui ont vraiment envie de se sevrer, comme on se sèvrerait de l'héroïne ou de la cocaïne. Des gens qui sont vraiment très, très, très pris dans ça. Mais si j'ai bien compris, une fois qu'on met en place le régime cétogène, au bout d'un moment, le manque de sucre disparaît. Le régime cétogène aide de lui-même. Il y a un moment difficile d'arrêter le sucre à cause de ce que vous avez dit, qui est une addiction aussi forte que l'héroïne. Donc c'est la cocaïne, oui. Cocaïne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un moment, ça passe. Si j'ai bien compris. Alors, au bout d'un moment, le sucre devient une agression. Le goût du sucre est quelque chose de répulsif. Et pourquoi ? Parce que, et ce qui est intéressant, c'est que un pourcentage très élevé de 30 à 40% des patients ou des sujets qui rentrent dans ce régime, contrairement à beaucoup d'autres régimes qui sont abandonnés parce qu'on a faim ou parce que ceci ou cela, 40% continuent. Et ça devient un style de vie, lifestyle. Ça devient un style de vie parce que vous mesurez tellement les bénéfices que vous n'avez pas envie d'y renoncer. Et puis, vous vous apercevez, et là j'ai une histoire fabuleuse, si je peux vous la raconter. Ah oui, allez-y. Le cas clinique d'une jeune patiente, 24 ans, qui avait des hallucinations auditives, des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles de l'humeur récurrents, qui avait un TDAH, un trouble attentionnel avec des déficits attentionnels.
et qui avait des maladies physiques, de l'eczéma et de l'asthme. Hein. Cette jeune patiente de 27 ans, intelligente, dessinatrice architecte, est venue me voir pour tout ça. Et je l'ai, pendant 2 ans, soignée par des traitements conventionnels, antidépresseurs, avec des réponses limitées. Et des effets secondaires importants, prise de poids, perte de libido, etc. Je lui ai dit, ce qu'on pourrait faire, c'est tenter la psychiatrie métabolique, le régime cétogène. Elle a dit d'accord, après s'être renseignée. On a fait ça. Pendant 3 mois, amélioration significative. Disparition de tous les symptômes. Elle a arrêté le régime, rechute, avec réapparition des mêmes symptômes. Elle a repris une 2e fois le régime, disparition des symptômes. Je l'ai perdue de vue pendant 1 an. Après, elle est venue me voir en janvier 25, envahie d'hallucinations, envahie d'obsessions avec des pensées intrusives. Je me vois me planter un couteau dans la gorge, je me vois me jeter contre un arbre, je me vois me pendre, je n'arrive plus à me concentrer, j'ai des obsessions envahissantes. Je dois uriner 10 fois avant d'aller au lit, je me lave les mains 20 fois par heure, enfin, épouvantable. On reprend le régime cétogène, mais cette fois avec un peu plus d'insistance de ma part, de persuasion, si je puis dire, avec beaucoup de documents que je lui ai donnés, le livre de Georgia Head, etc. Elle a lu et elle a adhéré cette fois de manière durable, avec une disparition complète de tous les symptômes, définitive depuis, inclus l'eczéma, inclus l'asthme, c'est-à-dire les pathologies somatiques qui ont disparu. Elle a arrêté sa corticothérapie, qu'elle prenait depuis 4 ans, pour l'eczéma et l'asthme. Tous les symptômes psychiatriques ont disparu. Et puis comme cette jeune femme avait des talents culinaires, elle a dit, et qu'elle avait des problèmes dans son travail d'architecte, elle a dit, je vais arrêter mon activité et je vais devenir chef à domicile. Et maintenant que j'ai repéré que l'alimentation cétogène est devenue d'une alimentation que je vivais comme une contrainte, aujourd'hui une alimentation privilégiée, je vais proposer des menus kétogènes à mes patients. C'est une belle histoire. C'est une histoire magnifique. Ça doit vous rendre de service pour vos patients qui, des fois, manquent d'imagination de ce qu'il faut manger. Maintenant, ils peuvent voir cette chef pour... Voilà. Alors, voilà. 2 heures après, je rappelais cette patiente pour lui proposer son premier client. Pourquoi ? Parce que j'avais affaire, j'ai eu en consultation une patiente schizophrène qui était envahie d'hallucinations depuis plusieurs mois, plusieurs années, malgré des traitements les plus puissants antipsychotiques, et pour lequel le mari était jusque-là réticent à adopter ces mesures, parce qu'il disait, je vais quand même pas priver ma femme des seuls plaisirs qu'elle a dans la vie, c'est ça. Les repas et nos sorties hebdomadaires au restaurant. Je dis qu'à cela ne tienne, aujourd'hui je suis en mesure de vous proposer les services d'un chef keto à domicile qui va venir vous accueillir, vous aider à avancer et à faire des repas extrêmement goûteux. Et si vous voyez la carte, il faudrait la voir pour le croire, c'est une poésie. C'est un hymne à la créativité. On peut quand même aller au restaurant dans le régime cétogène. Il y a quand même des choses qu'on peut manger. Oui, moi je vais 3 fois par semaine au restaurant. Je suis sous régime cétogène depuis 9 ans. Je mange très bien. Il suffit quand... hier soir, j'étais chez Lippe, j'ai mangé une choucroute. Quand vous mangez un magret, au lieu de manger des frites, vous demandez des légumes ou des champignons. Quand vous mangez un steak, pareil. Quand vous mangez du poisson, tout pareil. Il s'agit de substituer. C'est sûr que renoncer aux frites, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vous dis, c'est une question de... Vous avez raison. De balance, bénéfice-coût. Hein. Où en est aujourd'hui dans le monde la recherche ? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont fait d'autres études comme la vôtre depuis en hôpital ? On en est où dans la recherche ? Bien sûr. Alors mon étude, qu'on a publiée avec Georgia Head, elle était un peu... Elle avait une valeur pas réellement scientifique en termes de robustesse de la preuve, mais elle avait le mérite de montrer que c'était faisable. Elle avait le mérite de montrer qu'il y avait
des résultats hautement intéressants, et elle a pavé un petit peu le chemin pour d'autres études qui ont suivi, qui ont été faites, puisque j'étais à Miami, j'ai eu un award là pour cette étude. Bon, enfin bref, j'ai l'occasion de rencontrer des scientifiques, des psychiatres australiens, américains et britanniques surtout. Lion Campbell, qui est un garçon, qui est un psychiatre qui lui-même a souffert de troubles bipolaires pendant des années, jusqu'au jour où il a fait ce régime cétogène, Lion Campbell, et qui est devenu aujourd'hui un chercheur de pointe dans ce domaine. Et aujourd'hui, il a mené des études randomisées, en double aveugle, sur le sujet, et il y a de nombreux... Comment on va faire des études en double aveugle, parce qu'on voit bien ce qu'on mange quand même? En double aveugle, c'est-à-dire avec des groupes contrôle. D'accord. Des groupes contrôle. C'est-à-dire qu'on voit bien ce qu'on mange, mais celui qui évalue ne sait pas forcément ce que vous avez mangé. Celui qui fait l'évaluation. Ah, d'accord. OK ? D'accord. Donc, on voit que, disons, cette médecine métabolique est en train de se développer. Et elle va... Enfin, aux États-Unis, clairement, alors il y a une fondation, alors ça aussi, c'est la fondation Baszucki, qui est une... Baszucki, c'est une famille de milliardaires américains dont le fils était bipolaire, qui a erré pendant 20 ans, qui s'est clochardisé parce qu'il était vraiment malade et qu'il il mangeait n'importe quoi, il s'est drogué, il est devenu un clochard. Malgré des consultations de psychiatres innombrables, jusqu'au jour où il a rencontré Chris Palmer, qui est un psychiatre américain qui pratiquait déjà ça, qui lui a proposé d'entrer dans ce régime et qui a guéri. Et qui est devenu aujourd'hui avocat, et dont la famille, la famille Baszucki, donc Jane Baszucki et son mari, ont mis une grande partie de leur fortune à disposition de la recherche et de la diffusion de tout cela aux États-Unis, avec des financements colossaux de programmes éducatifs. Donc, George Jared, par exemple, travaille avec eux, et une formation gratuite, des cours de formation qui devraient devenir sous peu accessibles et gratuites à tout le monde. Et en France, à part vous? En France, il y a Cécile Dufournet et son mari Boris qui travaillent en Andorre et qui promeuvent également cette approche. Lui est neurologue, elle est psychiatre. Je ne connais pas d'autres personnes. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais ils sont pas. Enfin, je les connais pas. Donc on voit que c'est encore très balbutiant. Très balbutiant. Écoutez, merci. Mais il y a énormément de demandes émergentes maintenant de gens qui savent ce que c'est, et je suis sollicité par de plus en plus de gens qui viennent avec une demande spécifique. Et le réel bonheur, c'est de pouvoir, je vais peut-être terminer par ça, c'est de pouvoir, et ça m'est arrivé hier matin pour ma première consultation, un patient qui était depuis 3 mois sous régime cétogène, qui m'a dit qui a lu le livre, qui m'avait dit il y a un avant, un après, et pour lequel, grâce à ce régime, on a pu déprescrire, arrêter tous les traitements, et le grand bonheur, c'est de libérer ces patients qui étaient pris dans une sorte d'enfermement thérapeutique à des molécules psychotropes dont ils étaient devenus dépendants. Hein, et aujourd'hui, de déprescrire, d'arrêter les traitements et de permettre à ces patients, uniquement en continuant comme ça, et de leur dire, monsieur, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans que je vous suis, mais aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de revenir pour que je vous prescrive une ordonnance. Vous continuez votre régime. On se revoit dans 3 mois si vous voulez pour faire un point, mais vous n'avez plus besoin d'être engagé dans... Et ça, c'est formidable, parce que c'est un réel bonheur de libérer des patients et de faire de la place parce que nos cabinets sont encombrés par des patients chroniques qu'on ne fait que recevoir tous les mois ou tous les 2 mois pour renouveler la même ordonnance. Vous voyez ? Et ordonnance qui ne leur permet pas d'aller bien. Qui leur permet d'aller moins mal, mais au prix de beaucoup d'effets secondaires, et au prix de rechutes, au prix de...
Peu de patients entrent en rémission. Les schizophrènes continuent à halluciner. Les bipolaires, malgré les traitements, continuent à avoir des décompensations dépressives ou des états maniaques. Et les dépressions, pareil. Écoutez, merci infiniment d'être venu. Je vous conseille tout le monde de lire le livre de Georgia Head, qui est très, très, très complet. Et merci encore. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci, parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange. Et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.